attendons donc, pour l'essentiel de ces pourparlers, les clarifications sur l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009, qui, comme vous en doutez, ont constitué le facteur principal du déclenchement de la dite rébellion il y a près de 8 mois. Je voudrais aussi vous signaler que tous les efforts de rétablissement de la paix ne sont pas essentiellement concentrés sur Kampala. Aujourd'hui, il y a des travaux préliminaires qui se tiennent en Tanzanie dans le cadre de la SADC, où les chefs d'État devront aussi se réunir toujours sur cette question de la sécurité à l'est de notre pays. Je tiens aussi à vous signaler que dans le même ordre d'idées, il y a des travaux qui se tiennent en face de nous ici à Brazzaville, avec comme fond de la question les aspects sécuritaires, mais cette fois-ci dans la sous-région de l'Afrique centrale sous le label de la CAC. C'est autant vous dire, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les journalistes, que la question de la sécurité dans notre pays n'est pas prise en charge uniquement par les responsables politiques de ces pays. La RDC bénéficie aussi de la solidarité des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Vous le savez très bien, du côté bilatéral, on peut citer la France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, ainsi que d'autres pays, notamment au niveau du continent africain. Au niveau multilatéral, vous êtes certainement au courant des efforts fournis dans ces cadres par le Conseil de sécurité, l'Union européenne, la SADC, tout comme les CIRGL dans le cadre de la sous-région des Grands Lacs. Et à toutes ces organisations multilatérales, à tous ces pays bilatéraux, la RDC reste reconnaissant et présente ses remerciements les plus sincères. Quant au deuxième point de la situation économique et financière, le chef du gouvernement a souligné que la stabilité macroéconomique est soutenue, une gestion budgétaire orthodoxe et de meilleures perspectives de croissance économique projetées à 7,2% à fin décembre 2012 contre une moyenne de 6,9% l'année dernière. Et les réserves internationales sont de l'ordre de 1,674 milliard 17 $. C'est censé passer du financement d'autres projets de développement. Le deuxième point, c'est le point économique, sur lequel nous avons évidemment moins de problèmes, parce que la situation économique reste sous contrôle. Je voudrais vous dire qu'à fin novembre 2012, la stabilité macroéconomique reste consolidée et le train des réformes vigoureuses est en marche. Les résultats macroéconomiques sont très éloquents là-dessus. S'agissant du taux d'inflation, considéré comme l'un des thermomètres de la santé économique d'un pays, nous sommes à fin novembre 2012 à un taux d'inflation de 2,63%. La projection à fin décembre 2012 se situe à plus ou moins 2,85%. C'est dire, mesdames et messieurs de la presse,
que pour la première fois, la RDC pourra terminer l'année avec un taux d'inflation inférieur à 3%. Une telle performance remonte aux années 76. Donc, à faire preuve certainement de beaucoup d'élégance en soulignant cette performance économique tout à fait exceptionnelle. S'agissant du taux d'échange, l'expression au taux du jour a totalement disparu parce que le taux est quasiment le même depuis bientôt 3 ans. Le franc congolais aujourd'hui il est même plus fort qu'il l'était en février 2010, où les taux étaient de plus ou moins 924 francs congolais les dollars au cours indicatif. Aujourd'hui, comme vous le savez, la Banque centrale affiche un taux d'échange de plus ou moins 916 francs congolais le dollar américain. Les taux de croissance économique, l'autre indicateur très important pour mesurer la façon dont les richesses sont créées dans le pays, nous avons un taux de croissance qui est projeté à 7,2%. L'année prochaine, toutes les évaluations sérieuses qui sont faites à la fois par les experts congolais comme par ceux du Fonds monétaire, nous pourrions donc avoir l'année prochaine un taux de croissance de 8,2%. Mesdames et messieurs la presse, une telle performance remonte aux années 73, où la RDC a fait un taux de croissance d'un peu plus de 9%. C'est dire que nous sommes sur la trajectoire qu'il faut pour pouvoir maintenir une création de richesses capable effectivement de faire reculer les murs de la pauvreté. Le niveau des réserves internationales. À fin novembre 2012, nous sommes à un peu plus de 1,6 milliard de dollars américains. Je dois vous signaler, mesdames et messieurs la presse, qu'il y a 4 à 5 ans, on était à 70 millions de dollars américains. C'est vous dire que la machine des réserves d'échange prend de la vitesse. Et qu'aujourd'hui, l'accalmie que vous voyez sur le marché d'échange est due au fait que tous les spéculateurs, tous ceux qui anticipent, savent que même s'ils anticipent, même s'ils spéculent, notre institut d'émission est à mesure d'arroser le marché et de casser toutes les tendances spéculatives. Aujourd'hui, la RDC peut faire face donc à 2 mois d'importation sans pouvoir recourir à un emprunt extérieur. La situation des taux d'échange est donc sous contrôle, en dépit du fait que nous avons mis en circulation les coupures à valeur faciale élevée, dont la dernière est celle de 20 000 francs. J'imagine que les journalistes le possèdent dans leur poche et dans leur portefeuille. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Que vous n'ayez pas ces francs congolais, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous aviez dit que ça circulait déjà dans les poches des ministres ici. Ah, mais voilà. Et donc, mesdames et messieurs la presse, les choses ont changé dans ce pays. La rigueur fait donc ses preuves que les journalistes manquent la coupure de 20 000 francs. Les ministres aussi. Donc, la mise en circulation des coupures répond désormais aux critères rigoureux de compatibilité avec le flux économique. Ce qui explique qu'on ait mis les coupures en circulation, qu'on les ait démonétisées
ces coupures sont acceptées par tout le monde parce qu'elles n'ont pas amené ni la dépréciation ni la hausse des prix des biens et services. Donc coup de chapeau au gouvernement, coup de chapeau au chef de l'État, dont le leadership effectivement fait preuve de beaucoup de patriotisme et de beaucoup d'amour pour la patrie. Toujours sur le champ de l'économie, nous voudrions vous signaler, mesdames et messieurs la presse, que les finances publiques se portent très bien et qu'à fin novembre 2012, nous terminions avec un excédent de près de 160 milliards de francs congolais. Voilà un autre élément qui explique la stabilité du cadre macroéconomique. La planche à billets des tristes mémoires est classée dans les oubliettes. Aujourd'hui, l'État congolais finance ses activités avec des ressources saines qui sont collectées dans l'économie nationale. La bancarisation à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure est une mesure vigoureuse mais aussi exceptionnelle parce que désormais elle permet à l'État d'identifier les réseaux mafieux des fraudeurs qui se recrutent non seulement au niveau des spéculateurs mais aussi au niveau des cadres de direction de l'administration publique. Les économies sont très appréciables. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2,5 millions $ américains qui ont été préservés par le Trésor public. La bancarisation de la paix, comme vous le savez, a atteint y compris l'armée et la police. La police de la ville de Kinshasa sera totalement payée à fin décembre 2012 par la voie bancaire. L'armée de Kinshasa sera payée totalement par voie bancaire à fin janvier 2013. Et tous ceux qui marchent sur le trésor public seront totalement payés par voie bancaire à fin mars 2013. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mesdames et messieurs la presse, les avantages qu'on tire par ces processus. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs qui sont payés par la banque. En tout cas, moi, j'ai reçu une lettre, pas une lettre anonyme, une lettre signée par les syndicalistes de l'enseignement primaire et secondaire. Une lettre pathétique, mais aussi une lettre véridique qui démontre à quel titre les enseignants sont contents de cette opération de bancarisation. Désormais, les salaires est touché le 15, devenu une date symbolique, avec une charge morale et sociale élevée. Désormais, l'entièreté des salaires est touchée. Il n'y a plus de diminution de 5 000 francs, de 10 000 francs. C'est vous dire que la bonne gouvernance ne concerne pas seulement la lutte contre la fraude, la corruption, telle que vous le voyez, mais c'est aussi faire arriver l'entièreté du salaire auprès des bénéficiaires. C'est aussi la bonne gouvernance. Lorsqu'un enseignant, lorsqu'un fonctionnaire, systématiquement, pendant des années, ne touche pas l'entièreté de son salaire, n'est-ce pas une mauvaise gouvernance? Mais aujourd'hui, nos frères et sœurs sont donc conscients que les efforts du gouvernement leur permettent de réaliser l'entièreté de leur salaire à la fin de chaque mois, mais aussi à une date précise. Ce n'est plus le salaire à une date à l'improviste, c'est le 15. Pour terminer, mesdames et messieurs la presse, nous voudrions vous dire que votre gouvernement est un gouvernement dont les actions sont axées sur les développements à moyen et long terme.
Nous ne voulons pas faire de la politique spectacle. Nous voulons, ensemble avec les membres du gouvernement ici présents, travailler sur le moyen et long terme, c'est-à-dire poser les bases solides d'une relance économique durable. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez entendu, sur base des fonds publics, nous avons lancé ce qu'on appelle le Fonds de réunification routière nationale, avec l'objectif de relier l'ensemble des chefs-lieux de province au niveau national, mais aussi de relier des routes d'intérêt régional, mais aussi des routes d'intérêt local. D'ici une année, 2 ans, vous devrez être à mesure de quitter Kinshasa pour rejoindre Lubumbashi, Mbandaka, Kisangani, Chikapa, par véhicule, comme ça n'était le cas vers les années 60. Le ministre des ITPR, je ne sais pas s'il est présent ici, dispose déjà, il peut le témoigner, dans son compte de près de 44 millions de dollars, qui ne sont pas dans les comptes du Trésor, mais qui sont dans son compte. Vous dites? Où est-ce qu'il a eu ça? Mais c'est sorti de la banque centrale et c'est mis dans un compte, dans une banque privée. Ça ne se trouve pas dans son bureau. Ah, vous pensez qu'il a ça dans le bureau? Non. Ça ne fonctionne plus comme ça. Et même le décaissement, ce n'est pas seulement sa signature. Il y a un comité transparent. Et il y a des comptes qui doivent être rendus à la fin de chaque mois. Et il y a un audit qui doit être fait pour s'assurer qu'effectivement, les ministres des ITPR utilisent ces fonds de manière rationnelle. L'éducation, mesdames et messieurs la presse, nous tous, si nous sommes ici, nous nous entendons très bien en français, parce que nous tous, nous avons étudié. Ce gouvernement, votre gouvernement, vient de doter le ministère de l'EPSP d'un fonds de départ de 20 millions de dollars américains, qui sont déjà dans les comptes de l'enseignement primaire et secondaire. Ces fonds de départ, qui vont être réalimentés certainement, c'est pour que nos écoles puissent prendre le visage humain, qu'on achète des tôles, qu'on fabrique des bancs, qu'on achète des livres, que des programmes d'instruction, des enseignants, des mises à jour des compétences. L'éducation, c'est la fondation. Et ce gouvernement, avec l'ensemble des ministres ici présents, pense qu'il faut que l'éducation devienne le socle du développement. Ce fonds va être aussi géré de manière rationnelle et rassurez-vous. Mesdames et messieurs la presse, vous savez que le problème de transport avec le bus surnommé Esprit des morts, le gouvernement a pris la responsabilité de commander dès son entrée en activité 200 bus. Le ministre des Transports est avec nous ici. Ce matin, je faisais le point avec lui. Il nous a dit les 45 premiers bus montent dans le bateau le 15 décembre. Les 45 premiers bus. Le deuxième lot, le 20 décembre. C'est combien le deuxième lot? 60. Voilà. Deuxième lot, 15 bus, le 20 sont mis dans le bateau. Au mois de janvier, vous aurez déjà ici 60 bus, marque Mercedes, de première qualité, pas de seconde zone. Climatisé. Avec musique. Donc, c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que nous travaillons dans la durée et avec moins de bruit. Les bus seront là, vous les verrez. Vous êtes certainement au courant, la même rigueur nous a permis de relancer la SOFIDE, la Société financière de développement, qui est restée
en veilleuse pendant plus de 10 ans. Votre gouvernement a placé près de 10 millions de dollars américains et selon les dernières informations que nous avons, la SOFIDE commence à travailler. Et nous vous informons que nous allons davantage réalimenter la SOFIDE. Non pas parce que nous aimons ceux qui travaillent à la SOFIDE, mais parce que le développement ne peut pas se faire sans institutions de développement. Nous devons avoir des institutions de développement. Nous devons avoir des banques agricoles. Aujourd'hui, la SOFIDE a commencé à accorder des crédits à moyen et long terme que les banques commerciales ne peuvent pas accorder parce que ce sont les banques destinées aux opérations à court terme. Voilà pour la situation économique. Venons-en à ces dossiers de programme avec le Fonds monétaire. Je vois que vous étiez en attente, n'est-ce pas? Le programme avec le Fonds monétaire était exécuté de manière excellente. Je tiens à vous le dire parce que ceci ne vient même pas de moi, parce que je suis juge de parti, mais ceci vient des experts, même du Fonds monétaire international. Les agrégats macroéconomiques, les agrégats quantitatifs, sur lesquels l'appréciation monétaire du programme est faite, ces agrégats affichent une performance sans réserve. Mais il se pose certainement quelques problèmes de gouvernance dans le secteur minier, où essentiellement le PV Comidé qui marquait la cession de près de 25% des parts de la Gécamine, cette opération n'a pas requis ou n'a pas respecté tout le processus tel que requis par les règles à la matière. Et donc, le Fonds monétaire international a estimé que, en dépit du fait que les critères quantitatifs sont tous réalisés avec satisfaction, que le programme vu dans sa globalité ne pouvait pas donc être conclu de manière positive. Voilà la raison pour laquelle le Fonds monétaire n'a pas estimé opportun de faire une prorogation de la date de fin des programmes prévue pour environ du 10 décembre 2012. Je voudrais insister sur le fait que la non-prorogation, la non-réalisation, la 4e revue, 5e revue, 6e revue du programme n'est pas due au fait que, du point de vue macroéconomique, du point de vue réforme structurelle, le gouvernement, votre gouvernement, n'a pas respecté les critères. Tous les critères ont été respectés, que ce soit dans la gestion macroéconomique, que ce soit dans la réalisation des réformes structurelles. Voilà pourquoi nous avons estimé au niveau du gouvernement que la décision du Fonds monétaire était disproportionnée. Parce que l'esprit du programme, la lettre du programme a été respectée. Mais qu'à cela ne tienne, nous, au niveau du gouvernement, nous tenons à vous dire que notre volonté, notre détermination à poursuivre l'exécution du programme au mieux des intérêts de l'ensemble de la population reste en vigueur. Nous allons continuer avec une gestion rigoureuse des finances publiques
Nous allons continuer avec l'amélioration de la gouvernance économique, parce que c'est important pour améliorer notre classement Doing Business l'année prochaine. Nous allons continuer avec l'amélioration du climat des affaires, parce que c'est important pour que les investisseurs viennent dans ces pays. Nous allons continuer avec notre programme d'investissement public. Parce que, comme vous le savez, le développement du pays est fonction principalement de la détermination, de la volonté des citoyens. Et non pas de la volonté et la détermination de l'extérieur. Et sous le leadership du chef de l'État, ce gouvernement a reçu des indications précises pour que nous puissions redoubler des efforts afin que le développement de ces pays procède essentiellement de la détermination, de la discipline des Congolais et des Congolaises. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les ministres, le peu que nous avions à vous communiquer en ce qui concerne la situation sécuritaire et la situation économique de notre pays telle que vue à fin novembre 2012. Je vous remercie.